Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République reçoit l'envoyé spécial des pourparlers entre la Somalie et le Somaliland aujourd'hui au palais présidentiel. Et première rencontre après les sanctions russes, notées bien sûr par les Nations Unies. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, Edna Aden Ismail, la représentante spéciale du Somaliland pour les pourparlers avec la Somalie. L'état de collaboration entre la République de Djibouti et le Somaliland a longuement été abordé au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues aux voies et moyens de promouvoir et développer davantage les partenariats stratégiques que les deux parties entretiennent dans un nombre important de domaines, dont la sécurité et le commerce. La représentante spéciale du Somaliland pour les pourparlers avec la Somalie a par ailleurs mis à profit cette audience pour réitérer au chef de l'État djiboutien sa détermination à œuvrer en faveur de l'apaisement et de la stabilité de la région. Je n'aurai de cesse surtout d'œuvrer en faveur de la décrispation des relations entre le Somaliland et la Somalie, a déclaré Mme Edna Ismail à la presse à sa sortie d'audience avec le président Guelleh. Il est temps d'enterrer les rancœurs du passé entre nos communautés et d'instaurer des relations saines basées sur le respect réciproque, l'entente cordiale et la complémentarité, a-t-elle poursuivi dans le même élan. À noter la participation à ces entretiens du représentant du Somaliland à Djibouti, Abdel Fattah Saïd Ahmed. Le représentant de la République de Djibouti auprès du Somaliland, Hussein Omar Kawalié, a pris également part à cette audience. Et le séjour de travail de Mme Edna Ismail à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'une tournée de concertation et de recueil de conseils avisés auprès des différents chefs d'État de la région afin de s'acquitter au mieux de sa mission de représentante spéciale du Somaliland pour le pourparler avec la Somalie. J'ai tenu à rencontrer en premier lieu le président djiboutien en raison du surplus d'expérience et du savoir-faire dont il dispose en matière de capacité à diligenter des pourparlers, a-t-elle indiqué. Également dans l'actualité, dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, Salam, le comité de gestion communautaire des quartiers 1 et 2 a organisé hier après-midi une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. Cette cérémonie a été initiée pour faire valoir aux jeunes ce que de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore la lutte contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité des moins jeunes issus de tous les quartiers 1 et 2. En cette période d'été, une sensibilisation serait d'une importance capitale, car c'est cette période où les jeunes ont beaucoup plus de temps à passer dans les endroits de rencontre tels que les CDC, mais aussi ce temps peut parfois être la cause de la tendance massive des jeunes vers la drogue, car l'oisiveté est la mère de tous les vices, comme nous le fait savoir ici la présidente du conseil du quartier 1 et 2, et elle précise aussi que plusieurs sensibilisations et formations sont organisées toutes au profit des jeunes. Sensibilisations également sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et le faire aussi aux enfants et aussi à leurs parents, car la famille est la première instruction de l'enfant. Elle a rappelé également que plusieurs mères parviennent à comprendre le risque que peut causer l'excision sur la vie de la jeune fille, et c'est pour plusieurs d'entre elles de mettre de côté et d'oublier cette pratique néfaste qui n'a d'origine nulle part dans le Coran, ni dans le Coran. Et enfin, la coordinatrice Badriya Mohamed a remercié l'UNFD et l'UNICEF qui déploient toujours des gros moyens pour mettre nos enfants dans la meilleure voie et vivre bien sûr leur vie dans des meilleures conditions. Une cérémonie de clôture de la formation technique et professionnelle s'est déroulée au lycée technique de Dikil avant-hier, et cette cérémonie a été donc célébrée et marquée par la remise de certificats des formations professionnelles en compagnie des plus hauts responsables de la région tels que le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, des OCAL, les parents d'élèves.
Plus d'une centaine de jeunes déscolarisés de la région ont pu bénéficier de cette formation composée de plusieurs filières, à savoir la mécanique, l'électricité, la soudure, la plomberie, le carrelage, la peinture et enfin secrétariat informatique. Et a duré une période de 6 mois au lycée technique de Dikil. En effet, ces certificats incarne à ces jeunes déscolarisés encore une fois une chance inestimable dans l'insertion de la vie professionnelle. Il est à rappeler qu'ils ont été également le résultat d'une volonté politique initiée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le préfet de Dikil, Mohamed Chirou, a remercié le ministère de l'Éducation pour l'organisation de cette formation pour les jeunes déscolarisés de la région de Dikil. Pour vous, chers élèves, une seconde chance d'une valeur inestimable dans l'insertion de la vie professionnelle. Ils sont également le résultat d'une volonté politique initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Miser sur la formation professionnelle pour lutter contre le chômage des jeunes. Ainsi, comme à son accoutumée, notre établissement a rempli avec abnégation sa mission en accueillant plus d'une centaine de nos jeunes déscolarisés dans les filières suivantes: mécanique auto, électricité, soudure, plomberie, carrelage, secrétariat informatique et enfin la peinture. Également dans l'actualité, une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Fédération djiboutienne de football et Twin Golf Industries pour l'organisation du tournoi dit Super League a eu lieu hier au Sheraton Hotel de Djibouti. L'objectif de cette convention consiste à l'entreprise privée Twin Golf Industries qui a la propriété de Pasta Maïda doit financer l'organisation de la dite Super League Pasta Maïda, et la cérémonie de signature de cette convention a vu la participation du PDG donc de Pasta Maïda, Liban Ismaël Omar, et le président par intérim de la Fédération djiboutienne de football ainsi que le comité directeur de la FDF. La fédération djiboutienne donc organise pour la première fois d'histoire de Djibouti cette compétition dénommée Super League Pasta Maïda et qui va voir la participation de 5 premières équipes de championnat national telles que l'Assas Djibouti Télécom, championne de 16 ans, l'AS Sport, vice-champion, la formation de la garde républicaine, société immobilière, la gendarmerie nationale et l'université de Djibouti. Cette compétition débutera le vendredi 11 août au stade de Gouled à 16 h et ce pour une durée d'1 mois. C'est avec un immense plaisir que je vous remercie au nom du président de la Fédération, en mon nom personnel, ainsi que celui de toute la famille du football djiboutien. Ce sponsoring de Twin Golf Industries vient contribuer à l'amélioration constante du football à Djibouti en cette période de tournoi Football League. Et le renfort en ce sens envers la jeunesse sportive, nous adressons nos vifs remerciements aux responsables de Twin Golf Industries, notamment M. Liban, PDG de Twin Golf. Merci. Et dans une interview accordée à notre équipe sur place, le président directeur général du Pasta Maïda, Liban Ismaël, a rappelé l'importance d'investir dans le domaine du sport pour améliorer le niveau des jeunes djiboutiens. À ce titre, nous avons eu l'intention, a-t-il indiqué, de soutenir financièrement la Fédération djiboutienne de football pour l'organisation du tournoi dénommé Super League Pasta Maïda, et ce tournoi verra la participation des équipes élites de Djibouti. Nous sommes fiers de contribuer au sport national afin que les jeunes djiboutiens trouvent un moyen prospère dans le domaine sportif, a-t-il indiqué. Enfin, j'invite les autres sponsors à investir dans le sport pour aider notamment à l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Et au même lieu, la Fédération djiboutienne de football a organisé une cérémonie de convention de sponsoring avec la société bancaire East Africa Bank. Cette convention permettra donc le bon fonctionnement du tournoi national Super League qui va bientôt débuter. Cette convention a été signée par le président par intérim de la Fédération djiboutienne de football et le responsable d'investissement et marketing d'East Africa Bank. Cette compétition débutera, rappelons-le, le vendredi 11 août prochain au stade de Gouled et va durer 1 mois.
Et toujours en sport, la Fédération djiboutienne de football a organisé donc hier après-midi au Sheraton Hotel une réunion pour la préparation pour l'organisation du tournoi national de Super League. Cette compétition sera lancée pour la première fois à Djibouti et elle a pour objectif de rehausser donc l'image du football à Djibouti. Elle intervient quelques semaines après la décision du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de la Fédération djiboutienne de football concernant la restructure du football afin d'améliorer la prestation des footballeurs à Djibouti. Et page nécrologie à présent, les militaires djiboutiens en mission à Djibouti annoncent donc qu'ils viennent d'apprendre une immense tristesse. Ils apprennent le décès du colonel Ibrahim Abdullahi Gelle et de deux jeunes filles stagiaires, Hodan Ahmed et Ilhan Mohamed, suite à ce douloureux accident d'avion survenu à l'aéroport d'Ambouli. Les militaires djiboutiens basés à Somalie, bien sûr, prient le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux d'avoir pitié de leurs âmes et de les accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent au Kenya, J-1 avant les élections générales. Le Kenya s'apprête à organiser des élections à risque. 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes donc demain pour élire leur président, leurs députés, leurs sénateurs, leurs gouverneurs et représentants aux assemblées locales. Lors du dernier scrutin présidentiel en 2013, le système informatique avait failli. Il y a quelques jours, le responsable informatique de la commission électorale a été torturé et abattu. Le président sortant Uhuru Kenyatta brigue un second mandat. Il est le fils du premier président du Kenya. Ce dimanche, il a assisté donc à une messe à Nairobi. Il a exprimé son souhait que le scrutin se déroule de manière pacifique. Il y a 10 ans, une crise post-électorale avait fait plus d'1 millier de morts et un demi-million de déplacés. Ces derniers jours, de nombreux habitants quittent la capitale kenyane par crainte de nouvelles violences. Et face au président sortant, une coalition hétéroclite avec à sa tête Raila Odinga qui se présente pour la 4e fois à la présidentielle. 2 conseillers nord-américains travaillant pour sa campagne ont été récemment expulsés du pays. Les autorités soupçonnent l'opposition d'avoir mis en place un système de décompte parallèle. Les 2 camps ont organisé des super campagnes électorales très onéreuses. Et enfin, Washington et Moscou, leur première rencontre après les sanctions russes. 10 jours après l'adoption par Washington de nouvelles sanctions contre Moscou, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, a rencontré pour la première fois hier Sergei Lavrov, son homologue russe. Le tête-à-tête s'est tenu en marge d'une réunion des pays du sud-est asiatique à Manille, aux Philippines. Même si Donald Trump a signé à contre-cœur les nouvelles sanctions infligées à la Russie, les relations avec Moscou se sont refroidies. En représailles, 750 diplomates américains devront quitter le territoire russe. Mais à Manille, aux Philippines, il a surtout été question de la Corée du Nord et de sa menace nucléaire. Rex Tillerson a multiplié les rencontres bilatérales pour resserrer les taux sur Pyongyang. Samedi, au Conseil de sécurité des Nations Unies, Washington est parvenu à faire adopter de nouvelles sanctions contre le régime nord-coréen avec le soutien décisif de Moscou et de Pékin. Ce week-end, le représentant de la Corée du Nord était bel et bien présent aux Philippines, mais Rex Tillerson ne l'a pas rencontré. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants, le Focus. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola?
Merci de nous rejoindre pour ce focus avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, Donc, bonjour à vous. nous allons nous rendre en Libye pour débuter ce focus où 137 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes. Oui, exactement. Près de 140 migrants clandestins, dont 5 femmes, 3 enfants, ont été interceptés dimanche au large de des côtes plutôt libyennes, ramenés à terre alors qu'ils tentaient de rallier l'Europe, a indiqué l'AFP, un responsable de lutte anti-migration. 137 migrants clandestins ont été secourus avec succès par les gardes-côtes, puis ils nous ont été remis, a indiqué à l'AFP Amin Al-Boussefi, chef de l'organe de lutte contre l'immigration clandestine à Tadjoura, dans la banlieue de Tripoli. De l'Est de Tripoli. Les migrants des différentes nationalités africaines étaient à bord d'un bateau pneumatique lorsqu'ils ont été interceptés dimanche matin environ 20 000 marins au nord des Zayed. Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, plus de 111 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier, dont près de 93 000 en Italie et plus de 360 sont morts en tentant de traverser. Et en Birmanie, une enquête gouvernementale conclut à l'absence d'exactions contre les Rohingyas. Une commission d'enquête du gouvernement birman a blanchi dimanche les forces de sécurité des accusations de viol systématique, meurtre et incendie criminel contre la minorité musulmane et dont elles font l'objet de la part des Nations Unies. Cette commission a enquêté sur les violences qui secouent l'État Rakhine dans le nord-ouest des pays depuis l'attaque par des militants Rohingyas en octobre dernier de plusieurs postes de police proches de la frontière avec Bangladesh. Mais aucun de ces types n'a été découvert, a répondu la commission d'enquête, estimant que les conclusions de l'ONU manquaient d'équilibre et ne reconnaissaient pas la gravité des attaques des militants Rohingyas. Merci Samatar pour ces précisions et ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.